L'affaire Moutamba Vonde risque de prendre une autre tournure. Le procureur général a demandé à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice et de l'autre côté, Constant Moutamba vient de récuser Firmin Vonde. Le gouvernement de la République du Congo a annoncé l'annulation du contrat amphithéotique accordé au Rwanda dans le cadre d'un vaste projet agro-pastoral. Aux États-Unis, après les manifestations à Los Angeles, la police a procédé à des arrestations de manifestants violant le couvre-feu entrant en vigueur hier mardi. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. L'Assemblée nationale a adopté en plénière 8 projets de loi autorisant la ratification d'accords de financement conclus entre le gouvernement congolais et plusieurs partenaires techniques et financiers. Présentés par le ministre de Finances Doudou Fouamba, ces textes représentent un montant global de plus de 2,3 milliards de dollars américains destinés à financer des projets structurants dans des secteurs stratégiques comme la gouvernance publique, l'énergie, le numérique, les climats, les infrastructures et les développements urbains. Les députés nationaux ont examiné 8 projets de loi de ratification portés par le ministre des Finances Doudou Fouamba au cours de la plénière du mardi 10 juin 2025. Il s'agit de projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7801/ZR crédit A 7800/ZR crédit B du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la RDC pour un montant de 600 millions de dollars américains. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 7803/ZR du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du projet de résilience contre les inondations urbaines pour un montant de 200 millions de dollars américains et bien d'autres projets de loi. Après avoir présenté l'économie de ces 8 projets de loi, le ministre des Finances a rassuré les députés de la volonté manifeste du gouvernement de la République qui s'inscrit dans la mise en œuvre du deuxième cycle des réformes 2025-2026 destinées à renforcer la gouvernance publique. Ensemble, ils renforcent les capacités de notre État à planifier, à investir dans l'avenir, à réduire les vulnérabilités et à répondre aux attentes légitimes de nos populations. Leur pertinence est évidente, mais leur mise en œuvre requiert une mobilisation rapide, coordonnée et déterminée de l'ensemble des acteurs concernés. Le débat général a tourné autour des préoccupations soulevées par les députés nationaux concernant les mécanismes d'encadrement de ces fonds pour qu'ils ne puissent pas atterrir dans les poches de certains dirigeants, le montant global de la dette extérieure de la RDC à ce jour, le renforcement de l'unité nationale, la corrélation entre la construction des infrastructures de transport et les infrastructures numériques, ainsi que les mécanismes de gouvernance mis en place pour que ces fonds servent effectivement aux projets dont ils doivent servir pour l'intérêt de la population. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué les efforts fournis par le gouvernement dans la prise en compte des préoccupations de la population congolaise. Après débat et réponse aux préoccupations des élus par le ministre des Finances, ces 8 projets de loi ont été adoptés par la plénière. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a été encouragée par les cadres et agents du secrétariat général aux actions humanitaires pour sa qualité du travail, sa rigueur et sa détermination. Surprise par les agents et cadres du secrétariat général aux actions humanitaires et à la solidarité nationale à son lieu de service. Nathalie Aziza Mounana a reçu les félicitations et encouragements pour la qualité de travail imprimée à ce ministère, surtout dans les prises de décisions qu'ils trouvent salutaires pour l'amélioration de leur travail. Excellence, Madame la Ministre, c'est avec immense plaisir et profonde gratitude que les cadres et agents se permettent de vous adresser ces messages afin de vous exprimer leur sincère remerciement pour la décision que vous avez prise. Ainsi, nous réitérons notre soutien azimut
pour avoir rétabli l'ordre et l'harmonie au sein de notre ministère. L'assainissement qui marque un pas significatif vers l'harmonisation des services après une longue période de tumulte et de gestion catastrophique pendant les 3 dernières années. Dans cette remise en ordre, afin de promouvoir notre jeune administration. Les cadres et agents du secrétariat général aux actions humanitaires et solidarité nationale sollicitent aussi l'arbitrage de Nathalie Aziza Mounana dans plusieurs autres dossiers du ministère. Déterminée, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, promet son implication et exhorte les uns et les autres à l'amour du travail, dans l'unité et la discipline. En diplomatie plutôt, Yvette Ngandou Kapinga est la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des États-Unis d'Amérique. Selon la présidence, cette décision s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la diplomatie entre Kinshasa et Washington. Nommée hier mardi par le chef de l'État Félix Tshisekedi, l'actuelle représentante de la RDC aux USA et l'ancienne conseillère diplomatique à la présidence entre avril et octobre 2019. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. En marge de la conférence des gouverneurs ouverte mardi à Kolwezi dans le Lualaba, le gouverneur du Sud Kivu a dénoncé d'un ton ferme la tuerie des civils par la coalition AFC M23 RDF hier à Kadutu. Selon lui, ces civils manifestaient pour dénoncer l'occupation rwandaise. On écoute Jean-Jacques Pouroussi, gouverneur du Sud Kivu. Ce que nous venons d'apprendre, que les M23 viennent de tirer sur la population civile à Kadutu, plus précisément à Nyamugo, tout de suite là. Et donc c'est des gens qui essayaient tout simplement de manifester leur mécontentement face à l'occupation qui viole, qui tue, qui pille et qui enlève au profit du Rwanda et qui les appuie. Eh bien, mes sincères condoléances donc aux familles qui viennent d'être affectées encore une fois par un énième deuil de la part du Rwanda et de leur supplétif du M23. Je suis ici pour plaider aussi pour que tout ça s'arrête, que vraiment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a initié des projets intéressants sur le plan de la diplomatie sous-régionale et internationale, puisse aller jusqu'au bout de la logique, mais le plus rapidement possible, afin que la communauté internationale fasse plier le Rwanda et que l'accord qui est attendu, tant attendu par le Sud et le Nord Kivu et par tout le pays, dans les territoires occupés où la souffrance bat son plein, que cet accord soit rapidement signé et qu'on ne tombe pas dans le piège du Rwanda et qui veut toujours reculer les échéances, la date de la signature. La population ne peut plus attendre. Trop c'est trop, la population a tant souffert. Donc je suis content que ici nous allons discuter toutes ces questions. Toujours dans le cadre de la 12e conférence des gouverneurs, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré hier mardi à Kolwezi le nouveau siège du secrétariat exécutif de la CENI antenne Lualaba. Selon la Commission électorale nationale indépendante, ce nouveau bureau a été entièrement financé par le gouvernement de Fifi Masuka. On revient sur ce qu'a été la cérémonie inaugurale avec Héritienne Tambo. Présidée par les présidents de la République, la cérémonie s'est déroulée en présence de la première ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la gouverneure de cette province, du président de la CENI, ainsi que de plusieurs autorités politico-administratives et responsables de cette institution d'appui à la démocratie. Ce bâtiment moderne, entièrement financé par le gouvernement provincial du Lualaba, comprend 13 bureaux, 2 salles de réunion, une salle de formation, un entrepôt et d'autres infrastructures offrant désormais à la CENI un cadre de travail fonctionnel, sécurisé et adapté à ses missions. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, l'ouvrage que vous inaugurez aujourd'hui est un bâtiment moderne de type R+1, érigé sur une superficie bâtie de 400 mètres carrés sur un site de 1660 mètres carrés. Présent à la cérémonie, le président de la CENI, Denis Kadima, a exprimé sa gratitude au gouvernement provincial du Lualaba qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ces nouveaux bâtiments modernes et fonctionnels. La démocratie a besoin d'institutions solides et les institutions ont besoin d'infrastructures adaptées pour remplir leur mission.
Ce bâtiment est plus qu'un toit. Il est le symbole d'un engagement commun pour le renforcement de la démocratie locale, mais aussi nationale, pour la crédibilité des processus électoraux et pour le respect du droit des citoyens à participer à la vie publique dans de bonnes conditions. Encore une fois, je réitère mes remerciements sincères aux autorités provinciales et à toutes les parties prenantes qui ont rendu ce projet possible. Que cet édifice serve durablement au service de la République. Construit dans un délai record sur fonds propres du gouvernement provincial, le nouveau siège de la CENI au Lualaba incarne la volonté manifeste de l'exécutif local de doter les institutions républicaines d'un cadre de travail digne et fonctionnel. Ce geste s'inscrit dans les programmes des sociétés du chef de l'État, axés notamment sur l'amélioration des conditions de fonctionnement des institutions démocratiques. Alors que l'étau se resserre autour de lui, après le nouveau réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation demandant des poursuites judiciaires à son encontre, le ministre d'État en charge de la justice ne compte pas lâcher prise. Constant Moutamba a recusé Firmin Vondé qui le poursuit pour détournement des fonds, une annonce qui fait débat au regard du principe de droit. On voit cela avec Christian Kanonji. Après avoir saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour solliciter des poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, attend le feu vert des élus afin d'engager des poursuites contre le patron de la justice congolaise qu'il accuse d'avoir détourné des fonds publics. En réaction, le ministre d'État en charge de la justice, qui ne compte pas se laisser faire dans cette affaire, a récusé le procureur général Firmin Vondé. En outre, visé par une enquête ouverte en novembre 2024 concernant un achat immobilier à Bruxelles et par un audit demandé en février 2025 par mon ministère pour justifier l'utilisation des fonds alloués au fonctionnement des parquets, j'ai constaté que vous avez non seulement entravé l'instruction judiciaire, mais également mis en place un mécanisme de vengeance en mon encontre, présenté publiquement comme une hostilité envers le magistrat. Mais est-ce possible de récuser le procureur général au stade actuel et au regard de la loi congolaise? Le sujet fait débat sur la toile et les experts juristes délient leur langue. Lorsqu'on doit récuser les termes utilisés dans la correspondance, le procureur général pour la Cour de cassation, ainsi que tous les magistrats de son office, c'est-à-dire qu'on veut se priver de son magistrat naturel, que le procureur général pour la Cour de cassation, on veut bloquer la procédure, mais ce qu'il y a à noter ici, c'est que l'auditeur, le procureur général pour la Cour de cassation, ne veut pas être récusé dès lors qu'au-dessus de lui, il n'y a pas une autre autorité auprès de qui devra s'adresser le requérant. Parce que la récusation, entre guillemets, ou la lettre de demande de la décharge du magistrat instructeur doit être adressée à l'autorité de ce magistrat-là. Cette affaire de présumé détournement de fonds publics par les ministres de la Justice est loin d'être terminée. L'Assemblée nationale a déjà mis en place une commission spéciale chargée d'examiner le nouveau réquisitoire du procureur général. En bref et en images, Kinshasa fait face à une résurgence préoccupante du choléra depuis le mois d'avril. En mai dernier, l'on a comptabilisé 11 cas confirmés ainsi qu'un décès, ce qui représente un taux de mortalité de 9,9%. C'est la position de la capitale en 3e place parmi les provinces les plus affectées au niveau national, après les Sankuru et les Haut-Katanga. Amakala et le camp Kokolo sont les zones sanitaires qui ont subi le plus d'impact. Devant cette situation, les responsables de la santé ont intensifié la surveillance épidémiologique et installé un centre de soins dans la commune de Ngiringiri. Actuellement, la République démocratique du Congo enregistre plus de 26 800 cas de choléra et près de 542 morts répartis dans 10 provinces. La situation demeure alarmante et nécessite une réaction prompte et organisée. Le cabinet de la ministre de l'Éducation, Raïssa Malou, a été pris d'assaut par les agents et cadres de service national d'identification des élèves qui protestent et exigent le retrait immédiat de l'arrêté portant suppression des antennes cernées signé par la ministre de l'Éducation. Après un échange vif entre la délégation des manifestants et les autorités du ministère de l'Éducation nationale, un terrain d'entente a été trouvé.
Tout est bien qui finit bien. Après plus de 7 heures de grogne, traduits par des chants, banderoles et palmiers, les agents et cadres du service national d'identification des élèves sont rentrés à moitié rassurés et apaisés. Après un échange vif entre la délégation des manifestants et les autorités du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, un terrain d'attente a été trouvé. Aucun agent du CERNI ne va perdre son travail, comme l'explique ce membre de la délégation reçue. L'autorité a précisé que rien n'est fait et le CERNI restera comme tel. Il n'y a aucune quelconque suppression du CERNI. Et nous, en tant que cadres, nous avons été invités d'appeler tous les agents d'être à leur lieu de service et qu'aucun poste n'est supprimé. Le secrétaire général va nous recevoir, nous en tant que directeur provincial de la ville de Kinshasa, pour approfondir la question le jeudi à 10 h. Pour le moment, nous demandons à tous les agents de rentrer librement et de vaquer librement à leurs occupations. Et dès demain, chacun de vous devrait se retrouver dans son poste de travail. Et la circulaire va éclairer tout et qu'il n'y ait plus de mésententes et de mauvaises interprétations. Dans leurs revendications, les agents et cadres du CERNI exigeaient le retrait immédiat de l'arrêté portant restructuration et fonctionnement de cette structure. Estimée à plus de 500, les manifestants déterminés qui avaient bravé le soleil au point d'affronter la police nationale dépêchée sur le lieu, estimant que l'arrêté de Raïssa Malou créait un problème de chevauchement de grades et un conflit de compétences et d'attributions. Heureusement que la tempête qui a traversé le cabinet laisse déjà la place à la paix et à la sérénité. Dans le reste du continent, le gouvernement de la République du Congo a annoncé l'annulation du contrat amphithéotique accordé au Rwanda dans le cadre d'un vaste projet agropastoral. Selon le média congolais, cette mesure fait suite au non-respect de la partie rwandaise des clauses du contrat, notamment l'obligation de débuter les travaux avant décembre 2024. Au-delà d'une simple résiliation pour non-respect du cahier des charges, il convient également de souligner que le tollé général suscité par ces accords au sein de l'opinion publique a nécessairement contribué à inciter le gouvernement à faire marche arrière. Les préoccupations exprimées par les citoyens quant à la gestion des ressources foncières et aux implications socio-économiques de tels accords ont dû peser dans la balance. Dans l'actualité internationale en Autriche, un jeune homme de 21 ans, ancien élève du lycée Graz, a ouvert le feu dans l'établissement hier mardi, tuant ainsi 10 personnes avant de se suicider. Une lettre d'adieu retrouvée sur le lieu du drame et une vidéo préenregistrée accusent des années de harcèlement scolaire. Le pays a décrété un deuil national. Arthur, 21 ans révolu. C'est de lui qu'il s'agit, cet ancien élève du lycée Graz de la ville portant le même nom. Un bambin, réputé sans casier judiciaire chargé en Autriche, n'avait aucune image criminelle sur son visage, mais à l'étonnement de toute la ville de Graz, sa possession légale d'une arme a divisé la communauté et le système sécuritaire tant scolaire qu'étatique. Il s'agit d'un pistolet acquis quelques jours avant cette fusillade que le jeune n'a pas été encadré par rapport à l'usage qui vient s'aimer la désolation dans son ancien établissement scolaire. Le fait se sont clarifiés par une lettre d'adieu qualifiant les tireurs de victimes d'intimidation ayant été découvertes à son domicile, évoquant le harcèlement scolaire qui pouvait avoir joué un rôle déclencheur d'un engin artisanal non fonctionnel et un message vidéo préenregistré annonçant son geste ont également été retrouvés. Les enquêteurs ont maintenu que le motif précis de cette fusillade des 10 élèves et un enseignant reste encore spéculatif. Aux États-Unis d'Amérique, la maire de Los Angeles, Karen Bass, a déclaré mardi 10 juin un couvre-feu à Los Angeles pour éviter les incidents provoqués par les manifestants opposés à la politique migratoire du gouvernement. La police a annoncé de son côté plusieurs arrestations de manifestants, violant ainsi le couvre-feu. Des jours de tension se multiplient aux États-Unis. La police de l'immigration poursuit ses opérations
arrestation des sans-papiers. L'ampleur de cette affaire a finalement suscité un ras-le-bol. Contre toute attente, des milliers de personnes ont manifesté pour défendre les droits des migrants et dénoncer la manière brutale des interpellations. Revendication tournée au vinaigre, l'agence de l'immigration américaine, soutenue par l'administration Trump, a imposé des couvre-feux. À Los Angeles, par exemple, plus de 500 personnes ont été arrêtées en quelques jours. À l'heure, tous les centres-villes sont quadrillés, tous les bâtiments officiels et les bâtiments fédéraux sont protégés par les forces de l'ordre lourdement armées. Le gouvernement américain y a déployé plus de 2000 soldats, ce qui a choqué beaucoup d'observateurs. Pour certains, cette réponse est excessive et remet en question la liberté d'expression et le droit de manifester pacifiquement. Des activistes, des responsables syndicaux et des simples citoyens ont été interpellés, parfois juste pour avoir bloqué une rue ou scandé des slogans. Ces conflits montrent une tension grandissante entre la police de sécurité du gouvernement et les droits civiques des citoyens. Beaucoup craignent que protester soit de plus en plus vu comme un crime alors qu'il s'agit d'un droit fondamental dans un pays démocratique. Prenons le rappel des titres. L'affaire Mutamba Mvonde risque de prendre une autre tournure. Le procureur général a demandé à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice. Et de l'autre côté, Constant Mutamba vient de récuser Firmin Mvonde. Le gouvernement de la République du Congo a annoncé l'annulation du contrat amphithéotique accordé au Rwanda dans le cadre d'un vaste projet agro-pastoral. Aux États-Unis d'Amérique, après les manifestations à Los Angeles, la police a procédé à des arrestations de manifestants violant le couvre-feu entré en vigueur hier mardi. On va passer dans un instant à la revue de presse. Nathan Diamoité plutôt va nous rejoindre pour cette revue. Bonjour. Bonjour Bédrine. À la une de votre revue de presse, sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba entre accusation et cohésion nationale. Effectivement, Bédrine Kienge, la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba suscite de nombreuses réactions dans le journal paru ce mercredi. Eh bien, c'est ce que l'on peut justement observer sur plusieurs portails. Avant tout, il y a cette caricature explicative de médias pro. Là, nous voyons le VPM de transport Jean-Pierre Bemba et juste devant le président de la République, Félix Tshisekedi. On peut lire là, au-dessus, on écrit « Bemba accuse Kabila Katumbi d'avoir tenté à la vie... » Voilà, d'avoir attenté à la vie de Félix Tshisekedi. Eh bien, Bédrine, visiblement, Jean-Pierre Bemba est fortement critiqué suite à ces accusations envers Joseph Kabila, Moïse Katumbi et voire même les évêques de la Cinco lors de sa récente intervention. Les ministres des Transports, Jean-Pierre Bemba, a accusé Joseph Kabila, Moïse Katumbi et la Cinco de conspirer pour éliminer le président de la République. Congo nouveau revient sur un climat de méfiance et d'un conflit persistant qu'on observe entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila depuis 2006 jusqu'à ce jour. C'est d'ailleurs les titres qu'il pointe à sa une pour ce portail. À 62 ans, Jean-Pierre Bemba semble avoir tout connu, l'enfance d'un fils à papa, l'exil, la rébellion, la vice-présidence, la passion d'une campagne électorale en tant que challenger principal du président sortant, la prison à La Haye, puis le retour aux affaires sous Félix Tshisekedi. Bédrine, alors que la République démocratique du Congo tente de reconstruire une cohésion nationale à travers des processus de dialogue internes et externes, le journal Africa News estime quant à lui que Jean-Pierre Bemba semble avoir opté pour une autre trajectoire, c'est-à-dire celle de l'obstruction systématique, précise ces tabloïds, à coup de déclarations incendiaires, répétitives et parfois délirantes. L'ancien vice-président fragilise les efforts du président Félix Tshisekedi. Il y a également cette caricature, Bédrine, qui démontre tout à fait qu'à cause de propos du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, la République démocratique
du Congo est loin de parvenir à une cohésion nationale. Autre chose dans cette sortie médiatique Bédrine, Jean-Pierre Bemba, c'est non seulement la cohésion nationale qui est menacée, mais aussi le camp de la patrie proposé par l'opposant Martin Fayulu, qui s'enterre selon le portail du journal Eco News, qui rapporte en même temps que le plus évident est que cette sortie de Bemba fragilise autant Fayulu que la perspective d'une opposition unie. Elle rappelle aussi que dans un pays où les alliances sont mouvantes et les loyautés incertaines, la méfiance reste la règle. L'opposition, notamment la Mouka, quant à elle, telle que nous pouvons l'apercevoir sur le mur du journaliste Pascal Moulégois, demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication d'interdire le passage de Jean-Pierre Bemba dans les médias. Un avis également partagé par la presse en ligne wise.cd qui titre rapidement sur sa une RDC Jean-Pierre Bemba désavoué par l'opposition après ses propos contre Kabila et Katumbi. Pour ce quotidien, tollé, frustration, colère, voilà ce qui résume la récente intervention du vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, le président du parti MLC, s'est montré franc, sanguin face à Joseph Kabila et Moïse Katumbi, respectivement ancien président de la République et ancien gouverneur du Katanga, qui n'est dit mot consent, dit-on. Bédrine, les silences du pouvoir face aux propos de Jean-Pierre Bemba démontre clairement son soutien à cela, d'après plusieurs observateurs sur la toile. On peut dire maintenant que vous étiez très inspiré à fuir les caricatures. On va prendre la rencontre Tshisekedi et Fayulu, une mission réussie du Conseil spécial du chef de l'État qui a mené les consultations politiques. Et effectivement, Bédrine, c'est ce que nous retrouvons rapidement à la une du journal Les Défis congolais qui écrit Congo Uni, la mission Kolongele pour ce portail Bédrine et qui souligne en même temps que tout débute en mars 2025 lorsque Eberhard Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, expose devant le média les grandes lignes des discussions visant à parvenir à un large consensus concernant la formation du gouvernement d'union nationale, un mandat donné par le président de la République. L'objectif était évident, c'est-à-dire l'établissement d'un consensus national solide face aux défis de sécurité diplomatique et sociaux que le pays rencontre dans une situation régionale tendue. Des discussions ont également eu lieu dans les coulisses du processus des consultations autour du conseiller spécial renchéri ces tabloïds, évoquant en même temps l'idée des consultations informelles. Cela pourrait mener à la formation d'un front uni contre l'agression rwandaise, un souhait exprimé par le président de la République. Les buts de créer une cohésion des convictions qui dépasse les simples échanges de postes afin de porter la nation à travers un moment crucial de son histoire. Selon les nombreuses sources fiables citées dans ce portail Bédrine, la réunion Tshisekedi-Fayulu qui a eu lieu le 5 juin dernier au Palais de la Nation est une réaction à l'initiative du professeur Eberhard Kolongele. Ces derniers travaillent dans l'ombre depuis plusieurs mois pour établir un rapprochement entre les personnalités importantes de la vie politique congolaise. Et comme le précise cet hebdomadaire, la mission Kolongele représente une entreprise courageuse mais indispensable de reformuler l'accord républicain dans une République démocratique du Congo qui n'a pas encore déterminé son avenir. Et bien Bédrine, de l'autre côté, nous lisons sur la manchette du journal Le Maximum. Joseph Kabila perd un allié à l'ouest. Martin Fayulu rentre dans le rang. Et bien selon les pages intérieures de ce journal, l'opposant congolais Martin Fayulu a fait sensation lundi dernier en exécutant un de ses virages à non-haut degré dont les acteurs politiques congolais détiennent le secret et sans doute le record. Dans une communication sur les réseaux sociaux, le président de l'engagement citoyen pour le développement LCD a brillamment tourné le dos à l'ancien président de la République Joseph Kabila. Un mois plus tôt, ces candidats malheureux au présidentiel 2018 et 2023 avaient co-signé une déclaration commune avec l'ancien président appelant à un dialogue entre Congolais. Voilà qui est notre revue de presse de ce mercredi. Merci Nathan pour cette sélection. C'est moi que vous remercie. À vous tous, merci d'avoir suivi cette édition. Le prochain rendez-vous, c'est dans moins d'une heure. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.